الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. اللهم صل وسلم على فاطمة وعلي والحسن والحسين، ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bonjour mes chers frères, mes chers sœurs. Voilà, je vous ai promis de répondre incessamment, sous peu, et donc je vais répondre, Inch'Allah, alhamdoulilah. Oufou bil uroud, respecter les promesses et les contrats. Donc on est, en tant que croyant, on est obligé de respecter ce qu'on dit. Donc Inch'Allah, je vais répondre. Bon, beaucoup de choses, vous êtes intéressés par plusieurs choses, Masha'Allah, ça vous a plu, donc c'est bien ces questions, tout est excellent. Voilà, donc la question de Safia, c'était voilà, tu es pour le communautarisme ou tu es contre le communautarisme? Question très très intéressante, je la remercie. La question de Soufiane qui disait, alors encore une fois des petites parenthèses, donc j'entends dire que comment dirais-je, par rapport quand je fais as-salat ala Fatima, ala al-Hassan, sur le Hassan, sur le Hussein, sur Ali, en fait, bon, il y a enfin, je dirais pas gênés, mais il y a certains qui sont un peu confus. On ne devrait pas dire la salette que sur le prophète. Bon, je vais répondre rapidement. Peut-être un jour je vais répondre en plus en profondeur. Mais écoutez, quand on dit as-salat en arabe, Allahumma salli, que Dieu, c'est une prière, que Dieu, voilà, c'est une prière sur as-salat, c'est la prière. Salla alayhima an-nabi, un-nabi, il a fait as-salat ala des sahaba, c'est-à-dire le prophète a prié pour des sahaba, c'est ça qui veut dire, c'est pas as-salat la prière rituelle, physique. Voilà, donc as-salat de toute manière, vous savez que chaque musulman dans sa prière qui puisait 5 fois par jour, voire plus, que ce soit surrogatoire ou obligatoire, chaque musulman, pour que sa prière soit validée, doit faire la shahada. Et shahada, l'ibrahimiyya aussi, dans notre prière. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Donc, vu que on fait déjà notre prière sur la famille du prophète, salawat rabbi alayhi wa alayhi, dans nos prières, pour que cette prière soit validée, qui nous empêche de la faire au quotidien, dans nos paroles, dans nos discours. Donc voilà, pensez à ça. C'est vrai que c'est une réponse un peu galvaudée, enfin, du moins usitée, beaucoup, quand on dit aux chiites, entre autres, ou aux édits, pourquoi vous faites la salat, on répond toujours par rapport à ça, mais c'est une réponse valable et que tout le monde comprenne. Bon. D'ailleurs, vous savez, les premiers, le deuxième, le second siècle, les savants, entre guillemets, sunnites, entre guillemets, les plus grands savants sunnites faisaient la salette sur Ali, sur Fatima, voilà, donc je cite Nasa'i, je cite je pense Ibn al-Jawzi, je pense, bon, Ibn al-Jawzi, il était beaucoup politisé, mais il faisait partie, comme je vous ai expliqué un jour, des détenteurs de la vérité, mais et c'était des gens qui édulcoraient la vérité pour pas faire de la fitna, en fait. Ce que je pense, moi, je peux me tromper, ça veut pas dire que j'ai raison, hein. Donc c'est qu'est-ce que je pensais moi. Donc en fait
Je m'égare un peu, mais ça fait rien. C'est au moins c'est des choses intéressantes, quoi. Ben voilà, donc voilà. Même le Bukhari, rahimahullah, wa radiyallahu anhu, euh, par rapport à ce que j'ai compris, par rapport mon intéressement à lui, euh, édulcorer certains hadiths pour pas faire. D'abord pour qu'il reste en vie. D'abord pour qu'il reste en vie. Mais moi, je trouvais que le Bukhari il était plus courageux comme certains l'ont qualifié, de un peu quelqu'un un peu quelqu'un qui allait dans le sens de l'Belat, c'est-à-dire dans la cour royale. De toute façon, les Bukhara, c'était les bras armés des Omeyyades. C'est les champs de Bukhara qu'ils ont tué l'imam Zayd, alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très forts en archers, ils avaient des archers exceptionnels et les Hichem d'Abdel Malik les avait utilisés comme tels. Voilà. Donc voilà. Et cette question de communautarisme, je m'égare un peu. Alors, communautarisme, j'aimerais répondre à Safia d'une manière peut-être anthropologique. Voilà, un peu atypique la manière, mais je réponds. Vous savez, à un moment donné, moi je me rappelle dans ma jeunesse, j'avais lu un livre, comme j'aime beaucoup l'anthropologie, la généalogie, vous me connaissez maintenant, je crois qu'il s'appelait La parenté. C'est un livre de Claude Lévi-Strauss ou Les parentés, je ne sais plus. C'était un livre où le grand anthropologue français Claude Lévi-Strauss avait étudié les tribus amérindiennes et africaines primitives. Alors primitives entre guillemets, parce que bon, je sais pas, au jour d'aujourd'hui, je sais pas qui sont les plus évolués. Est-ce que c'est ces peuplades amérindiens ou est-ce que c'est ces peuples occidentaux qui sont nous, entre parenthèses, donc primitifs, dans le sens primaire, donc, non pas dans le sens indigène. Donc c'est pas péjoratif quand je dis ça. Et il avait expliqué dans ce livre, voyez, comment dirais-je, d'une manière un peu implicite, sous-jacente, il disait vers le milieu du livre, en fait, il expliquait que à partir d'un certain, quand des personnes se réunissaient en groupe, et que ces personnes-là, en fait, mettaient une barrière à l'acceptation d'un individu nouveau dans ce groupe, automatiquement se créait dans ce groupe une sorte de cabale, dans le sens complot, par rapport aux entités exogènes à ce dernier, à ce groupe. Et ça m'avait marqué, j'ai gardé ça parce que vous voyez, je m'explique un peu, parce que je pense que ce que Claude Lévi-Strauss avait voulu dire, c'était quand une confrérie, par exemple, se réunissait autour d'une table, d'une manière collégiale, il y avait forcément, même d'une manière tacite, même d'une manière un peu diluée, une cabale. Une cabale, c'est un terme hébraïque, hébreu, qui veut dire complot. Une cabale par rapport à quoi? Par rapport aux gens extérieurs à cela. Vous voyez? Et cette cabale, elle était manifestée, elle était comment dirais-je? Elle était soumise à une porte, en fait. Si un groupe se réunissait et que ce groupe acceptait le libre accès, acceptait le libre adhésion, la libre adhésion, forcément,
ce complot serait inutile parce que on a accès à tout ce qui se dit dans ce groupe. Donc n'importe qui pourrait un peu y accéder. Et c'est vrai qu'on, subhanallah, c'est primitif, mais on pourrait translater ce comportement primitif dans nos sociétés modernes actuelles. Voilà, quand vous voyez par exemple un syndicat qui est fermé, une corporation, une confrérie d'un certain métier. D'ailleurs, les confréries au Moyen Âge ont été créées pour défendre leurs intérêts par rapport à la seigneurie, dans un état, dans un esprit un peu féodal. Par exemple, oui, on pense à la plus grande confrérie, les maçons, les francs-maçons, automatiquement, le savoir un peu initial et exclusif permettait de comploter, bon, je pèse mes mots, de fomenter, de comploter par rapport aux entités qui sont exogènes à cette confrérie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, l'anthropologie c'est un peu difficile mais en même temps important. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que le communautarisme en lui-même, la pierre angulaire du communautarisme, c'est la cabale par rapport aux entités extérieures, exogènes. Ainsi va la vie, c'est ad vitam aeternam, c'est toujours comme ça. Quand un groupe se réunit et que l'accès à ce groupe est sélectif, c'est que voilà, il y a un intérêt commun qui n'est pas forcément l'intérêt de l'extérieur. Et quand on voit les communautés, notamment en Europe, en France, on cherche les communautés, celles dont ils ont une porte en fait. Une porte, et parfois c'est une porte blindée quoi. Je pense à plusieurs communautés, c'est comme ça. Hein. Vous m'avez compris, communauté juive, communauté salafiste, wahhabiste, sectaire. Donc voilà quoi, il y a des communautés un peu comment dirais-je, où la porte d'accès est carrément blindée et très difficile de la franchir. Et donc ce communautarisme un peu fermé, c'est ça qui me gêne en fait. Parce que si vous voyez le monde musulman, l'islam, comme moi je le connais, comme moi j'ai appris, comme on m'a appris, comme mes ancêtres m'ont appris, le communautarisme musulman n'a pas de porte justement. N'importe qui, n'importe quel Français peut entrer dans une mosquée conventionnelle, formelle, pas une mosquée sectaire, vous m'avez compris quoi. N'importe quel Français peut se mettre à genoux devant un imam et écouter un discours et poser des questions. C'est une communauté ouverte. Et à partir de moment, tant que c'est ouvert, il n'y a plus de complot en fait. Si tout le monde peut entendre un discours qui n'est pas exclusif, donc ces communautés-là ne font pas peur en fait. Certes, les communautés, dans chaque communauté, il y a une logocratie. Je vous ai expliqué ce que c'était une logocratie la dernière fois. Certes, mais elle n'est pas moins dangereuse. Vous voyez, c'est pas une communauté dont je me méfiais. C'est pas la scientologie, c'est pas la franc-maçonnerie. Voilà quoi. Donc, voyez, regardez les communautés avec ou sans la porte d'accès. Voilà, donc moi le communautarisme, je vous exhorte à l'être un peu, à l'instar de nos compatriotes juifs, ils ont le droit de l'être comme ça.
Alors, juif, vous savez qu'on a parlé la dernière fois de l'antisémitisme dans notre pays et aussi de l'anti-islam. Parce que être, être islamophobe, on a le droit d'avoir peur de l'islam. Euh, être être c'est xénophobe, c'est quelqu'un, parce qu'un xénophobe c'est quoi? C'est quelqu'un qui a peur d'étrangers, et l'être humain a le droit d'être comme ça, a le droit d'avoir peur d'une entité qu'il ne connaît pas, surtout s'il ne connaît pas, parce que si on connaît les choses, on a moins peur en fait, on a peur de l'inconnu. Donc l'anti-islam, euh, euh, l'antisémitisme, parce que bon, l'antisémitisme, bon, il est tombé dans l'antonomasse de l'anti-juif, mais parce que moi aussi je suis sémite en fait. Beaucoup de gens sont sémites, mis à part les juifs. Moi je peux prouver ma affiliation à Sem, fils de Noé. Euh, alors que je ne sais pas si Benjamin pourrait faire autant. Voilà, donc je ne veux pas rentrer dans les détails, comme dirait Shlomo Sand. C'est Netanyahou était juif, moi je suis suédois. Bon, alors bon, je vous ai expliqué que la dernière fois, je vous ai expliqué que la différence entre antisioniste et antisémite, c'est le caractère ad hominem de l'antisémitisme. Parce que quand on est juif, on est juif. Quand on est arabe, on est arabe. Parce que la loi contre le racisme vous condamne parce que vous avez stigmatisé ou marginalisé un noir. Un noir, c'est quoi? Il est né noir. C'est un caractère ad hominem, intrinsèque de la personne. On peut pas être, l'être humain ne peut pas comment dirais-je, être anti-caractère ad hominem. Bon, c'est des lois établies, certes, mais tellement nécessaires que, que c'est des lois vraiment admises, quoi. Alors que le sionisme, on choisit d'être sioniste, on choisit d'être wahhabiste. Et moi, je vous ai expliqué tout le temps anti-sioniste et anti-wahhabiste. Alors, je vais pas vous faire j'allais dire, comment qu'elle s'appelle, Murano, Madame la ministre, ex-ministre, en vous disant, ouais, j'ai une amie juive. Tiens, mon garant, celui qui est garant de tous mes entreprises, est juif. Bon, mais je vous dis, celui qui est allé quand j'ai connu ma femme, et celui qui est allé dire à mon père que voilà, le petit aimerait bien se marier, tout ça, hein, c'est un gars juif. Bon, c'est tous des Algériens, mais c'est des juifs. Bon. Alors, je vais pas vous la faire, ouais, j'ai des amis juifs, je suis pas antisémite, bon, je m'en fous. Vous pouvez croire ce que vous voulez, excusez-moi du terme. Mais voilà, par contre, antisioniste, je le serai toujours. Toujours et pour longtemps. Ad vitam aeternam. Voilà, donc ça, on est clair. Donc, pourquoi parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la France, c'est mon peuple. Voilà, c'est la France. Voilà, si je suis en Algérie, ce serait l'Algérie, mais je ne vais pas en Algérie. Si ce serait l'Arabie, mais je ne vais pas en Arabie, parce qu'on me dit, ouais, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en Algérie? Par respect, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne vais pas en Algérie. L'Algérie m'intéresse, j'aimerais aider l'Algérie coûte que coûte. Les Algériens, n'importe quel Algérien qui vient en France est le bienvenu, mais je ne peux pas me mêler des vacances, pardon, parce que je voulais vous dire que je partais qu'en vacances en Algérie, ça fait 5 ans que je n'ai pas été. Je ne peux pas me mêler, donner mon avis ou critiquer quelque chose en Algérie. Le peuple algérien est souverain. Il y a des gens, il y a un peuple en Algérie, des étudiants, il y a des élites, ils sont très intelligents, ils n'ont pas besoin de nous en fait. Donc par respect, tant que je ne vais pas dans un territoire,
même si j'ai la double nationalité, même si je ne vais pas dans un territoire, je ne vais pas me mêler de ces affaires. C'est une valeur importante de ne pas faire une ingérence. Le gars qui vit 20 ans au Canada, qui critique tout le temps l'Algérie, tout ça, qui n'a jamais remis les pieds en Algérie, parce qu'on a un problème, nous. On a un problème, vous voyez, on a un problème de comment ça s'appelle, de d'intégration, pas d'intégrité, d'intégration. C'est pour ça, quand je vous exhorte d'être français, tout le monde me fustige, même m'insulte. Bon, Rafarallahu lahum, que Dieu leur pardonne, moi je leur pardonne de m'avoir insulté. Mais quand est-ce que les gens vont vraiment s'intégrer? À la 5e, à la 6e, à la 7e, à la 10e génération? Mais c'est complètement incongru. Si quelqu'un comme moi, qui vous exhorte je viens vous dire, avec une liste, le martyr algérien, de 18 personnes, tous répertoriés au ministère des anciens combattants en Algérie, vous pouvez vérifier. Je viens vous voir avec une liste de morts pour l'Algérie, de grand-mères, de cousins, d'oncles, et je vous dis, soyez français, vous devriez quand même vous poser des questions. Vous devriez quand même vous poser des questions. Nous sommes la 3e, 4e, 5e génération maintenant, et on ne se sent pas français. C'est quand même incongru, c'est quand même un échec. C'est un échec de l'intégré et de l'intégrant aussi, de la société française et de la personne intégrée. Moi, je considère ça comme un échec, en fait, en vérité. Bon, bref, j'espère que toutes ces questions, on va revenir point par point. Le communautarisme, voilà, soyez un peu communautaire. Pourquoi? Parce que les gens qui nous gouvernent, enfin, les gens qui gouvernent nous gouvernants, enfin, les gens qui gouvernent les gouvernants de nos gouvernants veulent qu'on soit seul, veulent qu'on soit perdu, veulent qu'on soit fragile. Parce qu'être seul, loin des siens, on est faible, n'en déplaise. On ne peut pas être seul et fort. Vous voyez, on ne peut pas être seul et fort. Donc, soyez parmi les... Mais avec un communautarisme ouvert vers les autres, au service de la France, d'abord. Vous voyez, un communautarisme non kabbalistique, dépourvu de portes. Peut-être des fenêtres, mais dépourvu des portes. Voilà ce que c'est, une métaphore, la porte, pour exprimer une réticence, une occulte. Vous voyez, donc soyez, qu'on soit breton, qu'on soit maghrébin, qu'on soit alsacien, qu'on soit corse, les gens, les peuples sont forts quand ils sont entre eux. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait utilisé cette notion de communauté, parce que quand il faisait, quand par exemple je vous ai parlé la dernière fois, quand il y a eu Al-Fath al-A'dam, l'ouverture majestueuse de la Mecque, avait formé ces bataillons par rapport à leur tribu. C'était, il y avait des rayets, il y avait des bannières de chaque tribu. Pourquoi? Parce qu'il sait que les gens entre eux sont plus forts. Voilà, donc on vous a créé des peuples et des tribus pour que vous rencontriez. Si on n'est pas différent, ça ne sert à rien de se rencontrer, en fait. Voilà, c'est comme la dernière fois, on a parlé d'Indonésie. Je crois que c'est Farid, il me dit, ouais, la tolérance andalouse n'existait pas. Je ne sais pas pourquoi il m'avait dit ça, mais moi je lui dis que c'était si, parce que quand on n'est pas assimilé, en fait, quand on est différent, c'est là que la tolérance joue son rôle.
On ne peut pas être tolérant dans un monde uniforme. Chez quelqu'un, tout le monde est comme tout le monde. Tu es tolérant à quoi? À quelle différence? On est tolérant par rapport à la différence d'autrui. Vous voyez? Et c'est pareil pour ce qu'on dit là. Si on doit se connaître entre nous, on doit amener des valeurs nouvelles, respectives de chacun et de chacune. Donc voilà, soyez communautaristes, mais ouverts. C'est ainsi va la vie, c'est une vérité générale, absolue, et les gens vont être toujours regroupés, divisés en groupes et en peuples par rapport à plusieurs notions de la vie. Voilà, donc soyez un peu communautaires et n'ayez pas peur de l'être, surtout. Voilà, la deuxième question, c'était la question de Soufiane, c'était par rapport parce que j'ai cité des a'lam, ce qu'on appelle des personnalités notoires en arabe, tel Al-Ashtar, Malik ibn al-Harith, Al-Nakha'i, Al-Madhaji, le bras droit d'Ali alayhi salam. Donc j'ai cité Saouda, la grande dame Saouda bint Amar al-Hamdaniya. Et la question était comment ça se fait. Bon, d'après sa question à lui, c'était propre à lui, c'était oui, je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie, mais j'ai jamais entendu parler de l'Ashtar. Ben, la question est malheureusement, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Bon, ça, tout le monde connaît cet adage. Donc, pourquoi je voulais répondre à la question de Soufiane rapidement? Parce qu'elle comprend une notion importante. La notion importante, c'est la liberté de recherche. C'est la liberté de penser. Si tu ne fais pas tes propres recherches, Soufiane, si tu ne t'intéresses pas toi-même, on va te soumettre des histoires formelles, des histoires, comment dirais-je, préparées. Et il n'y aura que ça. Et tu croiras qu'à ça. Tu ne verras pas ailleurs. C'est pour ça que je vous exhorte à chercher vous-même, comment dirais-je, à vous cultiver vous-même dans votre histoire. Si vous vous intéressez à votre histoire, à l'histoire de votre religion, donc c'est à vous-même en fait. Moi je vous aide, mais c'est à vous-même. C'est vrai que parfois ces bouquins ne sont pas multilingues, mais parce que bon, en gros c'est quoi le Maghreb? Le Maghreb, c'est un rite malikite. Voilà, le rite malikite, il a été promu par le premier calife abbasside, donc le Mansour, je crois. Donc le livre du fondateur du rite, donc Malik ibn Anas al-Himyari, rahimahullah, radiyallahu anhu. Donc il a été apolitique, ce rite. Il a été vraiment dénué de toute. Vous pouvez le voir de vous-même. Si vous feuilletez le Muwatta, vous allez trouver deux hadiths de Ali alayhi salam, par exemple. Est-ce que c'est normal? Bon. Et c'est pareil pour l'Ashtar. L'Ashtar, ce personnage vous a beaucoup plu. C'est pour un peu vous rappeler un peu. C'est celui dont comment qu'il s'appelle? Az-Zubayr ibn al-Awwam avait dit quand il était tombé dans un fossé avec Malik ibn al-Harith al-Ashtar. Al-Ashtar, on l'appelait, c'était un surnom parce qu'il avait une cicatrice